C'est l'une des favorites les plus célèbres de l'histoire de France. Agnès Sorel devient la maîtresse du roi Charles VII dans les années 1440. Les portraits officiels nous montrent un roi terne et sans charme, alors qu'Agnès est surnommée la Dame de beauté. Cultivée et intelligente, Agnès Sorel est aussi une conseillère avisée pour le roi. Avec tant de qualités et de privilèges, elle fait beaucoup de jaloux. Mais Agnès s'en moque, elle trace sa route, comme on dirait aujourd'hui. Elle donne des enfants au roi et se construit une fortune colossale, jusqu'à ce jour de février 1450, où la mort rôde. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Qui a tué Agnès Sorel ? Nous sommes le 9 février 1450 au manoir du Ménil, entre Le Havre et Rouen, tout près de l'abbaye de Jumièges. Alors que la Normandie, enfin libérée de l'occupant anglais, est en fête, une jeune femme d'environ 25 ans se tord de douleur dans son lit. Le médecin qui l'ausculte n'ose même plus la toucher. La moindre pression sur son ventre gonflé la fait hurler. Enveloppée de fourrure, elle grelotte. Devant la cheminée où brûle un feu d'enfer, un homme au front soucieux fait les 100 pas. Il voudrait faire taire ses gémissements, étouffer ses cris, sécher les larmes de la malheureuse. Mais malgré sa puissance, malgré les victoires sur les champs de bataille et tout l'argent dont il dispose, le roi Charles VII est impuissant. Quelques semaines plus tôt, Agnès Sorel, la femme dont il est fou amoureux, a fait un voyage éprouvant depuis Loches en Touraine pour le rejoindre. Elle a entendu parler d'un complot et elle craint pour la vie de son royal amant. Le roi Charles s'est amusé de ses craintes qui prouvent aussi le grand amour que sa jeune maîtresse lui porte. Mais à présent, c'est à son tour d'être inquiet. Agnès est pâle et très affaiblie. Sa grossesse et son accouchement prématuré y sont probablement pour quelque chose. Ses tremblements, ses vomissements, ses suées incessantes, c'est très préoccupant. Le médecin parle d'un flux de ventre. Le roi sait que c'est bien plus grave. Agnès réclame déjà son confesseur. Elle veut se délivrer de ses péchés et recevoir l'absolution. Elle est prête à mourir. La maîtresse du roi, considérée comme la plus belle femme du royaume, ferme alors les yeux. Elle expire sur son oreiller couvert de sang et de vomissures. Agnès Sorel vient à peine de rendre l'âme que déjà, dans les couloirs du manoir, il se murmure que la maîtresse du roi vient d'être empoisonnée. Il faut bien avoir en tête que l'histoire que je vous raconte aujourd'hui est très ancienne. Au XVe siècle, l'administration du royaume de France n'est pas celle qu'elle est devenue après François Ier. La tenue des registres de baptême et d'inhumation n'est pas obligatoire, et c'est sans doute pour ça qu'on ne sait pas avec certitude où Agnès Sorel est née, ni quand. Les historiens ont établi une fourchette allant de 1409 à 1422. 13 ans de différence, c'est beaucoup, je vous l'accorde. Quant au lieu de naissance, il se trouve quelque part entre la Picardie et la Touraine. Ce qu'il y a de certain, en revanche, c'est qu'Agnès naît en pleine guerre de 100 ans. Depuis 1337, les rois de France et d'Angleterre se battent pour la couronne de France. Au début du XIVe siècle, les 3 fils du roi Philippe le Bel sont morts sans héritier. Sa fille, Isabelle de France, est écartée de la succession parce qu'elle est une femme, et aussi parce qu'elle est l'épouse du roi d'Angleterre. Si elle devient reine de France, c'est l'assurance de la fusion des 2 royaumes à la génération suivante, ce qui causerait un certain désordre, vous en conviendrez. C'est donc son cousin Philippe de Valois qui monte sur le trône de France. Édouard III d'Angleterre, le fils d'Isabelle de France et d'Édouard II d'Angleterre, est donc le petit-fils de Philippe le Bel, et il se trouve bien plus légitime pour récupérer la couronne de France que la branche cadette des Valois. Et voilà, la guerre de 100 ans commence quand Édouard III, roi d'Angleterre, réclame la couronne de France que les Valois refusent de lui céder. Entre succès et défaites militaires, le royaume de France est mis à rude épreuve. Sous le règne de Charles VI, le père de Charles VII, le royaume s'affaiblit.
En général, ça se passe toujours mal quand un roi est rongé par la folie. Il meurt isolé en 1422 et son fils héritier est appelé le petit roi de Bourges. Le traité de Troyes en 1420 l'a déshérité et son royaume se réduit à peau de chagrin. Ça commence plutôt mal pour lui, et pourtant son règne va marquer l'histoire de France grâce à 2 femmes. L'une est une beauté, l'autre est une guerrière, mais elles ont un point commun, la détermination. Vous avez peut-être déjà le nom de ces 2 femmes sur le bout de la langue. La beauté, c'est Agnès Sorel, et la guerrière, c'est évidemment Jeanne d'Arc. Mais laissons Jeanne de côté, elle mérite bien son propre récit. Pour aujourd'hui, c'est Agnès qui nous intéresse. Après la reconquête de son royaume, Charles VII épouse Marie d'Anjou qui, en bonne reine, lui donne 12 enfants. Après une jeunesse aussi tumultueuse, à 40 ans, Charles VII ressemble déjà à un petit vieux. Ses jambes sont faibles et cagneuses. De ses petits yeux, il ne transparaît aucune expression de vie. Agnès, c'est tout le contraire. Elle est solaire. Elle a un visage clair et lumineux. Sa petite bouche est toujours étirée par un sourire mutin. Son nez droit et pointu renforce son côté juvénile. Ses yeux verts tendres invitent à l'amour. Et ses cheveux blonds sont une cascade de soie. Avec son front bombé et sa taille fine, elle incarne l'idéal féminin selon les canons de l'époque. D'ailleurs, la pureté de ses traits inspire le peintre Jean Fouquet pour sa Vierge à l'enfant représentée avec un sein découvert. C'est le premier nu exposé dans une église. Un scandale! Un scandale, mais une consécration aussi. Et puis ce qui ne gâche rien, Agnès a 20 ans de moins que le roi, ce qui la rend de facto très charmante. S'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte, c'est que la nature humaine ne varie pas et que les rois vieillissants sont souvent sous le charme de femmes plus jeunes. On le dit même ensorcelés. Vous pensez que j'exagère ? Eh bien, écoutez ce qu'écrit Enea Silvio Piccolomini, qui sera plus tard le pape Pie II. Il écrit que le roi tombe si fou amoureux qu'il ne peut plus demeurer même 1 heure sans elle. Soit à table, soit au conseil, soit dans sa chambre, il la veut tous les jours auprès de lui. Agnès, devenue demoiselle d'honneur de la reine Marie d'Anjou, devient la favorite du roi Charles VII. La favorite officielle, ce qui est une première dans l'histoire de France. Que le roi trompe sa femme, ça, c'est pas une nouveauté. Bien des rois avant lui ont eu des maîtresses. Ce qui est nouveau avec Agnès, c'est que cette liaison est publique. Le roi ne cache pas sa séduisante jeune maîtresse qui est connue de toute la cour. Et Agnès n'est pas du genre à passer inaperçue. Aujourd'hui, on la qualifierait de fashion victime. Imaginez un peu son style. Elle se permet toutes les audaces. Ses robes sont de plus en plus moulantes, rehaussées de fourrures de martre ou de zibeline. Ce sont des genres de petits furets dont le pelage est particulièrement doux et soyeux. Si vous êtes anti-fourrure, n'en touchez jamais, vous risqueriez de changer d'avis. Les robes d'Agnès Sorel ont une particularité. Elles sont lacées sur le devant pour dégager les épaules et remonter la poitrine. Et quand on sait que ces robes lacées sur la poitrine s'appellent des robes à la gourgandine, il n'y a pas à se tromper sur leur aspect pratique. Toutes les femmes de la cour suivent cette mode parce qu'Agnès est une influenceuse hors pair. Pour parachever son look, elle s'épile les sourcils ainsi que le haut du crâne. On dit qu'elle n'aime pas trop ses grands yeux et qu'elle cherche à agrandir son front. Vous imaginez que toutes ces robes ont un prix. En plus des 300 livres de pension, une somme considérable pour l'époque, le roi lui offre l'équivalent actuel de 20 millions d'euros en bijoux. Des bagues, des colliers, des perles. Rien n'est trop beau ni trop brillant pour orner les mains, les cheveux, le cou et la gorge d'Agnès qui resplendit. Parmi tous ces cadeaux, il y en a un plus brillant que les autres. Depuis le roi Saint-Louis, le port des diamants est réservé aux hommes de la maison royale car ils sont rares et précieux. Il est interdit aux femmes d'en porter. Eh bien, par amour pour la belle Agnès, le roi Charles VII transgresse l'interdit de son ancêtre et lui offre un diamant en gage d'amour, le premier diamant taillé. Il orne délicatement sa blonde chevelure.
Il lui offre aussi le château de Beauté-sur-Marne, près de l'actuel bois de Vincennes, qui lui vaut son surnom à double sens de dame de beauté. Elle reçoit également les places fortes de Roquesezières dans le Rouergue, ainsi que Vernon et Issoudun. Et puisque la maîtresse est légitime, ses enfants le sont aussi. C'est la première fois dans l'histoire qu'un roi de France légitime les bâtards qu'il a eus avec l'une de ses maîtresses, en l'occurrence, 3 filles. Agnès n'est pas seulement belle, elle est aussi cultivée, intelligente, et elle a des amis particulièrement puissants et riches. Et ça tombe bien, puisque le roi a besoin de beaucoup d'argent pour reconstruire son royaume ruiné par la guerre. Le trésor royal a été vidé par les années de conflit avec l'ennemi anglais. Et oui, les campagnes militaires, ça coûte cher. Pour la bonne marche du royaume, Agnès recommande à son royal amant des hommes puissants et compétents. Parmi eux, le très riche Jacques Coeur, qui devient grand argentier du roi. Cette conseillère avisée favorise aussi la carrière de Pierre de Brézé, grand sénéchal d'Anjou, de Poitou et de Normandie. Elle entoure son amant de conseillers loyaux qui lui redonnent confiance en lui. C'est elle qui le pousse à repartir en guerre pour reconquérir les dernières villes encore aux mains des Anglais. Et avec elle à ses côtés, il croit que tout est possible. Alors quand elle n'est pas près de lui, elle craint qu'il lui arrive quelque chose. En janvier 1450, Agnès se trouve seule au château de Loches. Les messagers lui apportent régulièrement de bonnes nouvelles qui la rassurent. Sa 4e grossesse se fait sous le signe des victoires de son royal amant. Fécamp, Coutances, Saint-Lô, La Roche-Guyon, Gisors et même Rouen sont à nouveau françaises. Et alors que les victoires s'accumulent, son ventre s'arrondit doucement. Le bébé lui donne de fameux coups de pied. Ce sera un garçon cette fois, elle en est sûre. Agnès est contente que le roi soit absent. Les grossesses successives l'alourdissent et déforment son jeune corps. Son ventre la fait souffrir. Elle surveille pourtant toujours les affaires du royaume. Via un réseau d'espions, elle est informée de tout ce qui se trame. Depuis la fenêtre de sa chambre où flambe un bon feu, Agnès contemple la Touraine enneigée. Le monde est blanc, comme endormi. Les paysans ont déserté les champs, rien ne bouge, sauf une petite silhouette qu'elle distingue à peine sur la route de Tours. Celle-ci progresse lentement, ralentie par la neige. Parfois, elle s'arrête, lève les yeux vers le château encore lointain, peut-être qu'elle hésite. Mais elle repart, et un pas après l'autre, elle avance. Quelle raison pressante pousse cet homme à affronter pareil frima, se demande Agnès, qui ne cesse de l'observer. Bientôt, elle ne le voit plus car il est caché par les remparts. Il a dû frapper au poste de guet. Agnès, la bonne Agnès, si généreuse avec les pauvres, espère qu'on la fait entrer dans la cuisine et qu'on lui offre de la soupe et du pain. Pourtant, Agnès le sent au fond d'elle-même. Ce messager, c'est l'envoyé du malheur. Quelques minutes plus tard, on lui apporte une lettre. C'est bien ce qu'elle craignait. Le dauphin Louis complote contre son père. On se souvient qu'en 1440, Charles VII avait déjà triomphé de la révolte des nobles appelée Praguerie. Louis, son propre fils, était à la tête des conjurés. La révolte a été matée, mais les princes rebelles continuent encore à comploter. L'un de leurs objectifs est de hâter l'avènement du dauphin, futur roi Louis XI. Lui-même ne dédaignerait pas de monter sur le trône de façon anticipée. Il faut qu'Agnès prévienne le roi. Elle doit le rejoindre. La favorite enceinte prend la route. Une grossesse n'est pas une maladie, après tout. Elle chemine vers Jumièges où se trouve Charles VII. Le voyage est éprouvant et provoque son accouchement à 7 mois de grossesse. Quelques jours après, sa santé se dégrade. On ne fait plus entrer personne dans sa chambre si ce n'est son médecin et le roi, presque à l'agonie lui aussi. Agnès transpire et se tord de douleur, comme si l'enfer lui brûlait les entrailles. On lui donne des potions qui semblent empirer le mal. On ne sait pas de quoi elle souffre. Alors comment la soigner ? La malheureuse délire. Elle appelle son nouveau-né qui vient de mourir, son amant qui ne sait que faire.
Épuisée par la douleur et les vomissements, Agnès Sorel cesse de lutter contre ce qu'elle perçoit comme une punition divine. Elle ferme les yeux et meurt le 9 février 1450. Aussitôt, la rumeur se propage. La Favorite a été empoisonnée. Mais par qui? Et pourquoi? Si Agnès a beaucoup d'amis, elle a encore plus d'ennemis. Son statut de favorite attise la jalousie et la haine, et les suspects sont nombreux. Une première suspecte, Antoinette de Maignelet, aurait pu assassiner sa cousine Agnès pour se rapprocher du roi. Dans les faits, elle deviendra la maîtresse de Charles VII après la mort d'Agnès. Un autre suspect, le dauphin, le futur Louis XI, ferait aussi un bon coupable. Le dauphin déteste la Favorite. Un jour, il l'a même giflée. Et pour le punir de ce geste, le roi l'a envoyé en exil. En faisant tuer Agnès, il se vengerait et ferait souffrir son père. Mais le roi a un autre suspect en ligne de mire. Ce suspect, c'est Jacques Coeur. C'est l'argentier du roi. Il est en charge d'assurer les dépenses quotidiennes de Charles VII. Il se trouve que Jacques Coeur est un proche d'Agnès Sorel. Il est même devenu son confident. Grâce à Agnès, il a développé son commerce auprès des plus grandes familles de la noblesse française. Agnès fait même de Jacques Coeur son exécuteur testamentaire. Jacques Coeur est innocenté par le médecin d'Agnès. Pour lui, c'est très clair, la Favorite du roi est morte en couche, et c'est très fréquent à l'époque. La mort d'Agnès est longtemps restée un mystère, et les mystères qui gravitent autour des têtes couronnées ne cessent jamais de nous titiller. Les gazettes aiment les entretenir et les lecteurs les imaginer. Et si on finissait par découvrir la vérité? Les documents anciens concernant Agnès Sorel, les sources comme disent les historiens, ont été depuis près de 6 siècles largement exploités. Mais aucun n'a permis de répondre définitivement aux questions entourant la mort de la Favorite. C'est finalement la science moderne qui permettra d'y voir plus clair. Agnès Sorel est morte à Jumièges, en Normandie. Son cœur y est resté, mais son corps embaumé est enterré 10 jours plus tard à Loches, en Touraine, dans un triple cercueil de chêne, de plomb et à nouveau de chêne. Il repose dans le chœur de la collégiale Saint-Ours, sous un gisant d'albâtre posé sur une dalle de marbre noir. Divers événements historiques se chargeront de déplacer les restes de la plus belle femme du royaume. Et depuis le début du XXIe siècle, ceux-ci reposent dans le logis royal du château de Loches. Agnès aurait pu y rester exposée à la vue des touristes venus admirer la forteresse royale. Mais en 2004, le docteur Philippe Charlier rouvre le plus croustillant cold case de l'histoire de France. Mais ça, c'est la suite de l'histoire qu'il va lui-même nous raconter dans une interview du vendredi. Alors continuez à suivre Au cœur de l'histoire si vous voulez le fin mot de cette énigme. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la composition des musiques originales et à la direction artistique, Julien Tarot. Musiques originales additionnelles, Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1, sur votre plateforme d'écoute préférée, mais aussi tous les week-ends à 15h à l'antenne d'Europe 1. À très vite.